L'idée que les astrologues du départ, c'est sur les ziggourats qu'ils ont, ils ont observé la planète Vénus, qu'ils ont vu que pour les moissons ça marchait comme ça, la manière dont a été découvert Pluton avec les positions planétaires qu'il y avait au moment de la découverte de Pluton, d'Uranus, de Verdier le Verrier qui découvre Neptune et qui découvre Neptune par des calculs mathématiques à cause du déplacement d'Uranus, parce qu'il a fait un calcul, il s'est dit il y a obligatoirement, à cause de la trajectoire d'Uranus, il y a forcément une planète à cet endroit-là. Il dirige son télescope dans la direction qu'il a calculée et il découvre Neptune. Pas tout à fait, mais il indique quelque chose, que ça a été découvert par un autre astronome. Voilà. Mais, enfin, en tous les cas, c'est par calcul qu'il l'a découvert. Oui, non, mais effectivement, je veux préciser ma pensée. Pour le féminin, par contre, pour le féminin, vous avez totalement raison. Je suis beaucoup plus sensible à un monde féminin de sensibilité, etc. Et je mets toujours la sensibilité en premier parce que je pense que nous sommes avant tout animés par cette sensibilité. Et quelqu'un qui n'a pas de... Si vous voulez, j'ai employé le mot tout à l'heure, ingénieur. Oui. Moi, je dirais qu'à la limite, vous n'avez pas la mentalité d'un ingénieur. Ah non, pas du tout. Non, ça c'est vrai. Non, mais c'est-à-dire l'ingénieur, c'est-à-dire quelqu'un qui, on a dit tout à l'heure, qui regarde un système, ou même pas un système, qui va l'exploiter. Il faut déjà qu'il y ait un système, qui regarde un ensemble de données, et se dit, mais comment tout ça, ça s'articule, d'où ça sort, comment ça se passe, etc. Bon. Et il veut évidemment réarticuler tout ça, reconnecter tout cela, etc. Et alors visiblement, moi, ça me fait peur, ça ne correspond pas à votre nature. Et c'est pour ça que je me posais la question de savoir si Madame Agobert n'avait pas peut-être plus l'esprit ingénieur que vous. Peut-être que vous êtes tout à fait semblable, mais je veux dire qu'on pourrait se poser la question de savoir si vous n'êtes pas avec quelqu'un qui a une certaine rigueur. Alors vous allez vous dire, moi aussi, vous allez dire, moi aussi j'ai de la rigueur, mais qui a une forme de rigueur d'a priori en disant voilà, ben ça peut, tel que c'est, ça peut pas fonctionner. Hein, et pas de dire oui, bon écoutez, ça tient peut-être pas tellement debout, mais du moment qu'on voit que ça marche. Je vais vous dire une chose, j'ai écrit un livre sur l'astrologie. Hein, et j'ai pas trouvé à le faire publier parce que je pense que ce défaut que vous mettez en évidence, si c'est un défaut, moi je ne considère pas que c'est un défaut, mais ça a heurté tout au moins les éditeurs ou les gens qui l'ont lu. Parce que, et surtout que je commence par une entrée en matière qui justement est une sorte de provocation à se laisser prendre par ce que l'on perçoit par la sensibilité. C'est vrai que je mets en avant tout l'intuition. Alors puisque vous parlez de mon épouse, ma compagne depuis 43 ans, elle est du signe du Scorpion, elle est ascendant Vierge, et moi je suis Verseau, ascendant Scorpion, avec la présence de Uranus et de Saturne en secteur 7. Autant vous dire que j'étais pas du tout fait pour le mariage, et que vraiment le mariage l'idée du mariage me créait des angoisses épouvantables. Mais on s'est marié en 67. J'aimais celle qui est devenue ma femme. Et son père m'a dit un jour à table, Alain, c'est pas tout ça, mais il faudrait que Francine ne perde pas son temps avec toi. Parce que c'est des choses qui se disaient à l'époque. Hein. Et je lui ai dit, écoute, je ne peux pas te répondre maintenant, parce qu'il faut encore que je réfléchisse, mais quand le moment sera venu, tu le sauras. Bon. Mais je dois dire que ça a été un passage très difficile pour moi, parce que je suis quelqu'un de très indépendant, hein, mais j'avais très envie d'avoir une famille aussi. J'ai le soleil qui est conjoint au secteur du fond du ciel, et donc pour moi la famille c'était très important. Donc j'ai accepté. Et pour répondre à votre question sur mon épouse, elle est extrêmement intuitive, elle a eu des responsabilités au service du contentieux du Conseil général, alors elle est dans
tout ce qui est administratif et tout ça, alors elle se débrouille très très bien, et moi alors je suis archi nul, et quand je dois affronter un service administratif, c'est une horreur pour moi, c'est vraiment abominable parce que je suis extrêmement mal à l'aise, alors que quand ne serait-ce que la déclaration d'impôt, j'ai horreur de ça, quoi. Vraiment, faire des papiers, rentrer dans le domaine administratif, ça ne me va pas. Mais elle me soulage complètement de ce côté-là, et elle est tout à fait remarquable, et c'est vrai qu'elle a beaucoup de précision, qu'elle est très attachée à la santé, et je lui dis souvent que sans doute que si elle n'avait pas été dans ma vie, je serais déjà mort sans doute, parce que j'aurais fait beaucoup d'excès. J'ai un Mars opposé à Jupiter, je suis toujours en haut et en bas, quoi. Bon. Donc, voilà. Bon, écoutez, oui, effectivement, il y a toujours un équilibre à ce niveau-là qui se produit, généralement. Mais elle est extrêmement féminine, oui, intuitive, oui. etc. Et personnellement, c'est vrai que je ne suis pas très à l'aise avec le milieu qui est purement scientifique, ou purement ingénieur et tout ça. Non, ça non. Ouais, c'est ça, oui. Ça non. Ça pour moi, ce qui m'intéresse le plus dans la vie, je me rappellerai toujours, au moment où je suis rentré en 6e à l'école, moi quand je suis passé en 6e, à l'époque il y avait un examen d'entrée en 6e. Oui. J'avais réussi mon examen d'entrée, et je me vois dans le hall de l'immeuble de mes parents, dans le quartier des Batignolles, et elle me parlait ma mère parlait avec une voisine, et elle lui dit, elle me dit à moi, alors t'es content de rentrer en 6e? Et je lui réponds, cette réponse m'a marqué parce que je me dis, déjà à l'âge de 11 ans, j'étais déjà avec cet objectif-là. Je lui dis oui parce que je vais faire de la philosophie. Mais en fait, quand je dis philosophie, c'est pas la philosophie telle qu'elle est, avec l'étude des philosophes. C'est, pour moi, c'était comprendre comment fonctionnent les gens. Et c'est ça qui le moteur principal qui est au fond de moi, c'est de découvrir comment fonctionnent les gens. Oui, mais justement, c'est intéressant de vous étudier parce que vous êtes un homme qui est plein de contradictions, parce que tout à l'heure on parlait, vous avez un certain respect pour l'abstraction, vous avez un certain respect pour les gens qui sont capables de ramener les choses à un certain nombre de notions assez simples, etc. Et en même temps, donc ça c'est remonter, c'est une idée de remonter vers les grandes idées, vers les grands concepts, de ramener, de réduire toute cette complexité, etc. Et en même temps, vous êtes aussi très attiré par des outils qui sont eux-mêmes relativement complexes et qui vont permettre justement d'appréhender toute la complexité de la personne. Mais quand on appréhende toute la complexité de la personne, il n'est pas question de la ramener à des concepts simples. Au contraire, il s'agit au contraire de les développer, de les démultiplier. Et donc là, aussi, il y a une espèce de tension entre... Ça voudrait dire, par exemple, je ne sais pas, moi, puisqu'on parlait de Pluton, par rapport à Pluton, ça voudrait dire quelle démarche il y aurait à faire C'est-à-dire que moi, je dis toujours, actuellement, on est partagé entre une astrologie de l'espace et une astrologie du temps. L'astrologie du temps, c'est une astrologie qui situe les choses dans le temps. Par exemple, quand vous parlez de Pluton, à travers les signes, on est dans l'astrologie du temps. Quand on parle du thème astral, on est dans l'astrologie de l'espace. C'est-à-dire qu'on a tout un ensemble de facteurs qui, à un moment donné, ont des relations entre eux. Mais ces relations entre eux n'ont rien à voir, quelque part, avec les relations qui existent entre Pluton et les 12 signes par lesquels il passe. Tout à fait. C'est pas la même démarche mentale. Ah non, tout à fait. Alors, voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, l'astrologie s'est énormément spatialisée. C'est-à-dire qu'elle est parfaitement capable d'étudier un moment donné, une personne donnée, et ce que j'appellerais une approche, je dirais presque picturale, et alors que l'approche musicale, l'approche de temps, de dire voilà, on est dans une phase X, d'une évolution. Dans X temps, on aura une autre phase, etc. Bon, ça, il y a de moins en moins d'astrologues qui en sont capables. Hein, mais ils se sont surinvestis au niveau d'une astrologie interrelationnelle, interfactorielle, multifactorielle,
Et alors vous, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on pourrait se dire, voilà un monsieur qui est dans le monofactoriel, c'est-à-dire qui dit, voilà, on va étudier un facteur et on va le suivre. Mais à un autre moment, dans votre pratique déjà professionnelle, vous êtes dans le multifactoriel, forcément. Et donc le monofactoriel, qui est un facteur qui fait que... Bon, en fin de compte, par exemple, quand vous parlez de la lunaison, là on tombe dans le monofactoriel à nouveau. Donc d'un côté, vous parlez de choses dont on suit les étapes, les stades, et d'autre côté, qui finalement tend toujours à l'emporter, en fin de compte, quelque part. De l'autre côté, il s'agit de comprendre l'objet, l'événement, la personne, telle qu'elle se présente. Et est-ce que c'est vraiment la raison d'être de l'astrologie que de faire ce travail-là? C'est la question où l'astrologie est à la croisée des chemins. Quelle est sa vocation première? C'est l'abstraction, la cyclicité, la dualité, ou est-ce que c'est au contraire la complexité, le moment, l'espace, etc. Voyez-vous? Et les astrologues se battent entre eux, et d'une certaine manière, l'astrologie, elle se bat à l'intérieur même de vous-même. Puisque finalement, vous oscillez constamment entre ces deux démarches. C'est-à-dire que, en tant que praticien, ce que vous venez de dire à l'instant sur votre... Quand vous êtes entré en sixième, enfin, en tant que praticien, il s'agit de... Dire Barbault a exactement la même complexité. Parce que Barbault, il nous parle à la fois, il est attiré par l'astrologie mondiale avec les grands, etc. Et à la fois, il écrit sur la psychanalyse et l'astrologie en disant que le thème astral permet de comprendre toute la diversité, la complexité de la personne, etc. Bon. Donc ce sont des gens qui sont, je dirais presque, pour employer un mot un peu fort, dans l'androgyna, c'est-à-dire qu'ils sont clivés à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois, c'est un peu la chauve-souris, c'est-à-dire ils sont à la fois, quand on les écoute à un moment donné, on a l'impression qu'ils sont sur un pôle animus, si vous voulez, c'est-à-dire le pôle, le temps, le cycle, le facteur qu'on suit et qui est un facteur comme ça, le fer de lance. Et puis autrement, on a l'impression d'une astrologie au contraire de la réception, je dirais, c'est-à-dire de la réception qui englobe, qui va comprendre, qui va appréhender, qui va s'ajuster au monde en quelque sorte, voyez-vous. Oui, et donc à ce moment-là, on est plutôt dans la vaginalité que dans le phallique. Pour vous, la diversité, la multiplicité et tout ça, vous estimez que c'est pas possible de tout synthétiser, c'est ça? Dans une vie, le mot il faut synthèse, éliminer dans un thème, il faut éliminer des choses. D'abord, premièrement, le mot synthèse est un mot extrêmement ambigu parce que c'est un mot qui est à double sens. Par exemple, quand on conceptualise, est-ce qu'on est dans la synthèse? Si par exemple je prends 50 événements différents et que je vois l'élément commun, est-ce que je suis dans la synthèse? Je suis dans le concept. Je vais réduire tous ces éléments. Non, parce que c'est arbitraire, là, de toute façon. Bon, donc, alors, il y a les deux synthèses. Soit, effectivement, je fais la synthèse en retrouvant l'élément commun, le dénominateur commun, et en réduisant la complexité, la diversité, la différence entre tous ces événements, en disant, malgré leur diversité, il y a un élément central qui prévaut. Bon. Et moi, j'arrive il me semble, à déterminer ce genre de choses-là. Oui. Mais à ce moment-là, il m'arrive quand je fais le thème d'un patient et à découvrir, après en parlant avec lui, qu'il y a tout un pan de sa personnalité qui n'est pas du tout exploité et que je vois dans le thème. Attendez, non, mais ça devient assez comique cette conversation parce qu'effectivement, à partir du moment où on admet, monsieur Agobert, que, imaginons que par exemple, que chaque fois que vous rencontrez une personne ou que vous percevez un événement, vous puissiez immédiatement voir à quelle notion fondamentale cette personne ou cet événement appartient. Donc vous pourriez, à ce moment-là, vous n'auriez pas besoin d'un modèle complexe. Vous réduiriez constamment la réalité. Attendez, vous pouvez me redire ça parce que j'ai du mal à vous suivre. Voilà. À partir du moment, on va prendre l'hypothèse on va imaginer que vous êtes quelqu'un qui a une capacité de conceptualisation et de symbolisation très forte. On va imaginer, on va supposer. À partir du moment où c'est le cas,
quand vous êtes confronté à une réalité, un événement, une personne, etc., vous n'allez pas vous laisser fasciner par la complexité de ce cas-là, puisque vous allez dire, oui, mais ce cas-là, finalement, c'est toujours la même chose, c'est toujours tel facteur qui revient, qui s'est manifesté. Donc finalement, d'entrée de jeu et presque immédiatement, vous allez percevoir ce qui est unique. Enfin, pas ce qui est unique, ce qui fait sens au niveau symbolique, au niveau conceptuel. Donc à partir de vous, quand vous voyez un thème... Ah non, mais moi je ne parle même pas du thème. Moi je dis que si quelqu'un a un sens très aigu, un sens de la comparaison, un sens qui est capable de voir des choses très différentes et de voir immédiatement ce qui est semblable. Ça fait partie d'ailleurs des tests d'intelligence, de QI. On vous donne par exemple une série de 10 facteurs. Je suis très mauvais à ça. Ah oui, mais justement, mais je ne vous le fais pas dire. De toute façon, bon. Mais imaginons quelqu'un qui est très bon à ça. Automatiquement, lui, il va s'arrêter très peu de temps à ce qui différencie. Il va évacuer ce qui différencie, il va immédiatement capter le dénominateur commun. Donc il ne va pas vouloir, même à la limite, il ne va même pas vouloir s'intéresser à comprendre ce qui est si différent dans chaque cas. Il ne va pas être absorbé par cette différence, puisque lui, au contraire, il va percevoir ce qui est semblable. C'est-à-dire qu'il va, donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à ce moment-là, il va être en quête d'une explication simple. Il va vouloir expliquer, avec un facteur simple, une très grande diversité de situations et de cas. Il ne va pas vouloir différencier ces cas les uns par rapport aux autres, il va au contraire vouloir les rapprocher et montrer qu'ils relèvent d'une même dynamique, d'un même symbolisme. Ce qui veut dire, autrement dit, M. Agobert, que le thème astral lui-même, à la limite, n'est pas nécessaire en astrologie. Puisque le thème astral, bon, on pourrait discuter, parce que, vous savez, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait l'histoire de l'astrologie, mais enfin, il y a plusieurs façons de penser l'histoire de l'astrologie. C'est un débat en lui-même, l'histoire de l'astrologie, d'où ça sort. Bon, donc il y a plusieurs lectures possibles, et on pourra en discuter. Mais ce qui m'amuse ici, c'est plutôt la question de si l'astrologie est une philosophie, pour reprendre votre expression, si l'astrologie est une philosophie, ça veut dire que finalement, la qualité de l'astrologue, c'est pas du tout de coller avec la réalité, mais c'est de s'en abstraire de cette réalité. C'est de la ramener à des idées fondamentales, de la ramener à des concepts fondamentaux, ramener à des typologies fondamentales. Et dans quel intérêt alors? Qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a fait ça? Ah bah, attendez, alors, à partir du moment où on a fait ce travail-là, à ce moment-là, on raccorde la personne au cosmos. Parce que la question est de savoir si on monte les gens vers le cosmos ou si on fait descendre le cosmos à notre niveau. Bon, parce que le thème astral, c'est la tentative. Vous parlez de l'immanence et de la transcendance, là. Si vous donc voulez. vous êtes dans un principe de transcendance, plus que d'immanence. Je dirais que faire de l'astrologie, c'est ramener la complexité du réel, des événements, des choses, dans le temps et dans l'espace, à des notions extrêmement simples. C'est-à-dire un modèle extrêmement simple. Maintenant, il y a eu... J'arrive pas à voir comment mettre ça en pratique, c'est ça que je dois avoir... Ah mais attendez, on n'a pas parlé de... Avoir une intelligence bloquée, là, j'arrive pas à voir. On ne parle... Il est évident que le travail n'est pas le même. Non, mais le travail n'est pas le même, c'est bien entendu. Il faut savoir dans quel but, qu'est-ce qu'on fait ça pour obtenir quoi. Oui, attendez, si vous êtes en train de justifier le travail de l'astrologue tel qu'il est, bon ben il est ce qu'il est. Donc ça c'est notre problème. Bon, ouais. Il faut prendre de la distance par rapport à ça. La question... Quand vous parlez du travail de l'astrologue, vous parlez de quel travail? Par exemple, si le travail d'astrologue, c'est de... Par exemple, si le travail d'astrologue, ça consiste à recevoir les gens, à leur donner des conseils, à comprendre leur cas, etc. Bon, si c'est ça, si pour vous ça c'est une base absolument incontestable et irréductible, alors on ne peut pas discuter. Mais si on réfléchit sur... Donc, parce qu'on ne peut pas mélanger sociologie et philosophie. C'est en dehors de la consultation. Alors. Oui, non, mais je veux dire non, c'est pas ça, mais c'est pas forcément la réponse. C'est pas forcément la solution. Ça existe, c'est une solution qui existe,
puisque c'est une pratique qui existe. Ça ne veut pas dire forcément que c'est le modèle à suivre ou à justifier. Alors si on est en train de justifier pourquoi l'astrologie existe, pourquoi les astrologues travaillent, c'est un autre problème. Là, le problème, c'est de... D'abord, nous parlons du cosmos. Bon, il faudrait revenir, il faudrait prendre énormément de temps pour discuter de ça. Il faut se demander pourquoi l'astrologie est née, pourquoi elle est faite, à quoi elle sert cette astrologie au départ. Alors apparemment, vous partez du principe, je suppose que, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit les hommes ont observé les effets des astres sur l'homme. Bon, ça c'est une thèse qui peut être tout à fait contestée. On peut considérer au contraire que l'astrologie est une instrumentalisation du cosmos pour construire un temps nouveau. C'est-à-dire qu'effectivement... Mais sur le plan pratique, qu'est-ce que... Alors expliquez-moi par exemple, là bon, il y a les Chaldéens qui sont sur leurs ziggourats, ils observent les planètes. Et ça c'est les astronomes, ça. Les astronomes. Mais il y a aussi de l'astrologie aussi qui est faite. Dans la bibliothèque de Babylone, on trouve des textes sur les interprétations. Bien sûr. Non mais attendez. Vous savez, être historien, c'est un métier... ça demande Ah oui, moi je ne me place pas. Donc, si vous voulez, ça c'est la démarche de l'historien. Je ne parle pas de quelqu'un qui lit des bouquins d'histoire, mais quelqu'un qui fait des recherches historiques et qui réfléchit sur comment les choses se sont développées, se sont mises en place, etc. Bon. Actuellement, le point de vue qui est davantage accepté aujourd'hui, c'est l'idée que, d'abord, premièrement, tout ce qui est astronomique n'a pas forcément de raison d'être en astrologie. Alors ça renvoie à toute notre discussion de tout à l'heure. C'est pas parce que les astronomes découvrent planètes Uranus, Neptune et Pluton qu'il faut forcément que ça rentre dans le champ de l'astrologie. Bien sûr. Donc ça c'est déjà bon. Donc l'astrologie n'est pas... L'astrologie n'a pas forcément à se servir de tout ce que les astronomes découvrent dans le cosmos. Non, bien sûr. Bon. Donc alors la question est de savoir qu'est-ce qu'elle prend du cosmos. C'est ça. Et pourquoi? Justement, qu'est-ce qu'elle en fait? Je peux vous répondre sur ce point. Alors, premièrement, tout à l'heure, on y avait fait allusion. J'avais d'ailleurs esquissé cette idée-là. J'avais dit, eh bien, nous avons déjà un temps de la journée. Oui, j'ai bien compris. Nous avons un temps de l'année. Les saisons. Alors, est-ce qu'on a alors, à un moment donné, la nuit. Vraiment, les hommes se sont dit pourquoi on ne construirait pas, du moment qu'on a découvert les planètes, et les étoiles, enfin on a découvert que c'était pas la même chose et qu'il y avait un cycle, etc. Pourquoi on n'essaierait pas de construire quelque chose à une autre dimension de temps? Par exemple 30 ans, par exemple 7 ans. Bon. C'est ce qu'on appelle, donc on se serait servi des saisons et de la journée comme une matrice. Voilà. On va découper le temps en 4. On va rester fidèle au nombre 7, par exemple, mais on va prendre une autre dimension pour organiser le temps de la société, le temps humain autrement. Bon. Il ne s'agissait pas de dire, voilà, on a découvert tout d'un coup que Saturne avait telle et telle signification, telle influence. Non, ce sont les hommes eux-mêmes qui auraient pris l'initiative de se constituer un calendrier non plus solilunaire, non plus quotidien, mais un calendrier fondé sur une autre planète, par exemple comme Saturne. À partir de ce moment-là, on inscrit l'organisation de la société à un rythme plus lent, qui permet de faire des choses à plus long terme, d'organiser les choses d'une autre façon. Et donc, où on va avec ça? Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Premièrement, il s'agit de faire constater que ça existe. Attendez, parce que vous ne raisonnez pas en tant que scientifique. Pour le scientifique, la question n'est pas de savoir ce qu'on en fait. La question de savoir, c'est établir le fait. Si actuellement le problème de l'astrologie, comme les lois algébriques. Actuellement le problème de l'astrologie, c'est déjà de prouver que ce fameux cycle de 7 ans ou de 30 ans, il existe réellement. Il ne s'agit pas de savoir ce qu'on en fait ou ce qu'on n'en fait pas. Il existe d'une part, et comme il existe, il agit sur nous.
Et comme il agit sur nous, ben c'est bon de savoir qu'il agit sur nous. Et comme il a des phases, c'est bon aussi de savoir quand est-ce que ces phases interviennent. C'est déjà pas mal. Donc vous en arrivez quand même à un moment donné de dire, eh bien, ce cycle-là a une influence sur l'évolution des sociétés, oui. Mais en Occident, ça n'a pas la même influence qu'en Orient. Enfin, etc., oui, enfin, mais globalement, effectivement, on revient à la question de concept, globalement, malgré la différence entre une société et une autre, malgré tout, et malgré la différence entre une époque ou une autre, on retrouve malgré tout les mêmes valeurs, les mêmes significations. Bon, maintenant... Comme Malraux, j'avais vu une émission de Malraux il y a longtemps de ça, où il avait démontré que le conte du Chaboté était apparu simultanément à plusieurs endroits de la planète en même temps. Et que souvent, il y avait une découverte scientifique qui était faite à plusieurs endroits en même temps sans qu'il y ait concertation entre les personnes. Vous savez, puisque vous avez parlé tout à l'heure des événements qui ont eu lieu en Tunisie, etc., moi, si on vous me demandait de quoi parle l'astrologie, c'est assez bien parce que moi je suis assez d'accord avec vous. Elle nous parle justement de cette... je crois que vous êtes aussi quelqu'un qui a une culture chrétienne, une culture biblique, donc l'Apocalypse, donc oui, je connais bien. le règne de Satan, etc. Bon. Donc, il y a des choses intéressantes pour l'astrologue à lire là-dedans. Bon. Effectivement, ce à quoi nous assistons actuellement, c'est un déchaînement. Un déchaînement d'une énergie qui est assez, disons, brute. Et qui bouscule les choses, qui bouscule les structures, etc. C'est pas quelque chose, alors je vais tout dire, c'est pas quelque chose d'extrêmement rare. Parce que moi, la notion de rareté, pour moi, ça n'existe pas. À partir du moment où dans la cyclicité, quelque chose revient tous les 20 ans, tous les 30 ans, tous les 7 ans. Donc la notion de rareté, il faut aussi relativiser. Il est possible que pour une raison ou pour une autre, ça prenne plus d'importance à un moment donné ou à un autre, mais il faut garder la tête froide, même si ça prend plus d'importance, c'est quand même le phénomène qui revient, et l'astrologue, il doit dire, écoutez, de toute façon, voilà ce qu'il en est, ça revient, bon, on va pas s'exciter. Cependant, quand même, l'histoire de l'éclipse du 11 août alors, justement, 1999, avec les positions planétaires telles qu'elles étaient, c'est quand même assez saisissant parce que je suppose qu'avant qu'il se reproduise une position équivalente, ça va demander beaucoup de siècles. Oui, mais le problème, on revient à la même chose, monsieur. Le problème, c'est que ça, c'est un critère dont on vient de dire à l'instant qu'on ne s'y intéressait pas. On vient de dire que les hommes ont déterminé, ont pris dans le cosmos ce qui les intéressait au niveau de la récurrence. Et là, vous êtes en train de basculer dans la question, encore une fois, de l'astronomie qui nous dit que tel facteur est très rare, etc. Mais à la limite, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre, cette notion d'une astrologie qui ne serait qu'un commentaire de l'astronomie et qui dirait, voilà... Mais là, vous êtes en train de dire que les choses se reproduisent, que de toute façon, il n'y a rien qui est exceptionnel. Oui, absolument. Et alors ? Et là pourtant, au moment de l'éclipse du 11 août 99, il y avait quand même des positions planétaires qui sont assez frappantes et assez étonnantes. Il y a des choses... Attendez. On parle de ce qui se passe au niveau de l'humanité, on ne parle pas de ce qui se passe au niveau des planètes. Oui. Donc, au niveau de l'humanité. Donc là, vous êtes en train de nous dire qu'il y avait des choses qui étaient étonnantes au niveau astronomique. Oui. Mais nous, ce n'est pas notre problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la cyclicité au niveau de l'être humain. Oui. Pas au niveau astronomique. Oui. Donc, qu'il se passe des choses compliquées au niveau astronomique n'est pas pertinent au niveau astrologique. Mais si on regarde, si on utilise l'astrologie pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau humain, on est bien obligé de prendre en compte les positions planétaires. Pourquoi ? Si on considère que l'humanité s'est construite autour d'un certain système planétaire, qui est ce qu'il est et qui était connu dans l'Antiquité, même avec des calculs très justes, et qui ne pouvait donc pas intégrer les nouvelles planètes, ce qui relativise quand même l'utilisation de ces planètes. Si effectivement l'humanité s'est construit une programmation il y a X milliers d'années, vous remarquerez bien qu'elle n'a pas grand-chose à voir avec Pluton ou avec Neptune. Hein, bon.
Donc voilà, donc c'est déjà, il faut déjà être cohérent à ce niveau-là. Bon, d'autre part, si effectivement, si vous voulez, c'est un peu la même chose. L'astronomie, c'est une matière brute, l'astronomie. Le cosmos, c'est une matière brute. Bon, l'astrologie est une astronomie qui est complètement décantée par rapport à l'astronomie brute. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là du tout pour prendre tout ce qui se passe au niveau astronomique et en tirer du sens. Elle prend uniquement ce dont elle a besoin. Elle a choisi... Au niveau symbolique. Au niveau symbolique, au niveau de l'utilisation qu'elle peut en faire. Bon, donc elle va par exemple se brancher... Mais ce que j'arrive pas justement à déterminer à travers votre discours, on va y arriver. C'est pour quelle utilité, quoi. C'est ça que j'arrive pas à saisir. Alors, premièrement... il faut être... premièrement... alors, on va essayer de terminer. Premièrement, il s'agit de savoir quelles étaient les motivations de ceux qui ont mis en place ce système. Ils ont mis en place ce système, et ce système, il est ou il n'est pas. S'il est, il faut le prendre comme il est. Hein. Donc il n'y a pas de question de savoir s'il est bon ou s'il est mauvais. Et il n'est pas non plus nécessaire de le réformer, parce qu'on n'a pas forcément les moyens de le réformer de ce côté-là. Bon. Donc il s'agit de comprendre qu'il existe. Qu'effectivement, à un moment donné, il y a X milliers d'années, les hommes ont décidé, par exemple, que Saturne, pour ne pas parler de Pluton, qu'on ne connaissait pas, était une planète très importante, pas parce qu'ils avaient découvert qu'elle avait telle et telle vertu, mais parce qu'elle avait, comme vous le savez, des nombres qui étaient proches de ceux de la Lune, n'est-ce pas, 30 jours, 30 années, etc. Et d'ailleurs, Rudyard l'a remarqué. Bon. Et que c'était intéressant. Puis il y avait aussi un axe stellaire, Antares, Aldébaran, etc. Bon, il y avait des choses qui ont frappé les esprits, une sorte de ce qu'on appelle une sorte de géométrie, une sorte de numérologie du cosmos. C'est-à-dire que les hommes ont recherché à retrouver dans le cosmos, et ont conservé dans le cosmos ce qui correspondait à cette structure. Bon. Et le reste, ils l'ont ignoré. Ils ne l'ont pas ignoré astronomiquement, mais ils l'ont ignoré astrologiquement. Bon. Alors vous me direz, mais là maintenant, apparemment, le temps nous est compté. Donc, maintenant, à partir du moment où ça existe, et que ça joue sur l'humanité, c'est déjà très important de le savoir. Du moment qu'une loi fondamentale de l'histoire des hommes, des sociétés humaines existe et qu'on peut la connaître, c'est déjà pas mal. Pourquoi vouloir plus que ça? Permettez-moi de vous poser la question, mais vous connaissez votre thème astrologique ou pas? Je l'ai étudié quand j'ai commencé l'astrologie, mais quel est le problème? Non, mais je veux dire, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne vous intéresse pas? Non, mais de toute façon, c'est un autre problème. C'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas. C'est un autre sujet. Bon, l'astrologie du thème astral, elle existe à un autre niveau. Elle n'a pas les mêmes raisons, elle n'a pas les mêmes fondements. Bon, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on se rencontre à nouveau, parce que j'avoue que j'ai un mal fou à... Oui. Parce que, comme vous avez l'air de sentir que moi je suis dans mon petit univers, et que vous avez une vue beaucoup plus large qui, elle, se base sur le temps et de ce qui se déploie dans le temps, mais je n'arrive pas à voir ce qu'on en fait. Mais écoutez, regardez, pour répondre regardez, actuellement, si les astrologues avaient un modèle prévisionnel, un modèle cyclique pertinent, ils auraient pu, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. L'humanité n'en serait pas là, la société n'en serait pas là. On comprendrait, on saurait pourquoi ce qui se passe, on saurait quand est-ce que ça va se passer et quand est-ce que ça va s'arrêter ou changer. Il y a un certain nombre de lois fondamentales qu'aujourd'hui on ne connaît plus. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'humanité aujourd'hui ne connaît pas, elle a l'astrologie, mais cette astrologie qu'elle a n'est pas l'astrologie qui lui permet de comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont. Il y a une sorte... vous, par exemple, comment vous interprétez le fait que Saturne traverse la balance, là, en ce moment? Oui, mais par exemple, c'est justement ça. Moi, je l'interprète de la façon suivante. Pour moi, d'ailleurs, j'étais interrompu parce que je vous disais, effectivement... Excusez-moi. Tout à l'heure, je vous disais, il y a effectivement des périodes... L'astrologie a été construite pour quoi faire? Elle a été construite pour... canaliser l'énergie populaire. Canaliser, c'est-à-dire pour la juguler, pour la contrôler. Donc, c'est un instrument
De même que, par exemple, regardez, par exemple, le système constitutionnel des démocraties et des élections, c'est aussi une canalisation. On essaye de canaliser l'énergie. Évidemment, la démocratie, oui, voilà, les démocraties, c'est une canalisation. Mais l'astrologie est aussi une canalisation des énergies. Bon. Mais oui, ça je le comprends. Ça. Donc ça, on a canalisé les énergies. Je le comprends puisque c'est ce que j'utilise donc, dans mon travail avec mes patients. C'est ce que j'essaye de les ramener dans une canalisation et qu'ils voient qu'est-ce qu'ils peuvent faire de leur vie d'une façon en utilisant les forces qui les animent, quoi. Oui. Mais moi, je parle au niveau de la société et de l'humanité en général. Hein. Oui, mais si on parle de la société en général, on doit pouvoir le ramener au niveau individuel. Oui, mais il faudrait déjà, avant de le ramener au niveau individuel, s'assurer qu'on a le bon modèle au niveau général. Je dirais, alors, on va conclure parce voilà, qu'il faut absolument... Donc de toute façon, on en reparlera. Mais oui, on en reparlera parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais moi, je trouve que le grand tort qui a été fait à l'astrologie date de 1936, quand un groupe d'hommes aux États-Unis a voulu créer un journal, hein, et qu'il cherchait un moyen de faire connaître le journal. Et ils ont inventé l'horoscope. Oui. Voilà, 1936. Et ça a foutu l'astrologie par terre. Parce que là, ça a complètement dévalorisé l'astrologie. Et là, on ne pouvait plus dire quelque chose de sensé, de rationnel sur l'astrologie à partir du moment qu'il y avait les horoscopes. Bon, enfin écoutez, là encore, moi je n'ai pas la même sensibilité que vous à ce niveau-là. D'une part, je vous dirais que c'est à la même époque, il y avait la même chose en France déjà. Même un peu avant. Donc, ah bon? Ça existait avant? Oui, d'ailleurs, ça a été constaté. Les horoscopes ont envahi la presse féminine française dans les années 33-34. Donc, il y a pas c'est pas réservé aux États-Unis. Hein, bon, enfin, non. Enfin, moi, j'ai dit ça parce que... Mais cela dit, moi, je me fais un peu l'avocat du diable parce que je considère que dans l'esprit du peuple, justement, quelque part, instinctivement, ils sentent que l'astrologie, elle est là justement pour simplifier les choses. Pour dire, voilà, il n'y a pas un nombre infini de possibilités, il n'y a pas un nombre infini de cas, etc. Et l'astrologue arrive tout gentiment enfariné en disant, mais c'est pas de l'astrologie sérieuse, on a une astrologie qui permet d'étudier l'individu, etc. Et moi, je crois quelque part que c'est contre-productif. Donc, je crois que l'astrologie a d'abord une vocation à élever vers la généralité, élever vers un nombre de notions relativement simples et qui sont communes à tout le monde. Elle n'est pas là pour nous expliquer pourquoi un tel est différent de l'autre, de son voisin. Bon. Moi, quand je reçois mes patients, tout au moins là, dans les premières, je fais le thème astral très rapidement. Et j'utilise le thème astral justement pour recanaliser la personne dans un sens où je mets en valeur toutes les potentialités qui sont dans la personne et dont la personne n'a pas véritablement une conscience précise. Et ça redonne confiance. Et la personne repart et avec une vision d'elle-même qui est beaucoup plus lumineuse ou positive, où elle retrouve des énergies, et je me base là-dessus pour la guider vers une libération. Pour terminer sur votre question sur Saturne en Balance, on est dans une période, alors quand Saturne passe au milieu des signes cardinaux, oui, il est au mi-point, en fin de compte c'est une période de crise du système. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on n'arrive plus à contrôler les énergies collectives. Donc ces énergies collectives, c'est une sorte de raz-de-marée, comme ça. Et l'astrologie, elle est née pour justement, comme le système démocratique, etc., elle est née pour canaliser ces énergies, pas les énergies de l'individu, les énergies du collectif, ce qui n'est pas tout à fait pareil, on pourrait discuter là-dessus. Et donc effectivement, lorsque Saturne passe sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, qui est le grand axe Aldébaran-Antares, qui est un axe naturel, je ne sais pas si vous le savez, c'est un grand axe naturel entre deux. Moi, je ne connais pas vraiment, non. En tout cas, il faut le savoir, il y a un grand axe naturel, un grand axe qui existe réellement, qui n'est pas une invention, une projection. Il y a deux grandes étoiles qui s'opposent, l'une au milieu du Scorpion, l'autre au milieu du Taureau, mais avec le décalage de la précision équinoxe, ça arrive au début du Sagittaire et du début des Gémeaux. Donc là, actuellement, par exemple,
Eh bien, quand Saturne arrivera à la fin du Scorpion, au début du Sagittaire, ça sera la remise en ordre des choses. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, cette énergie va être contrôlée, domptée, et elle va... c'est comme un fauve qui se calmerait, si vous voulez. C'est une espèce de monstre. On a actuellement le réveil du monstre qui est déchaîné. Oui, oui. Et puis... Qui a été libéré comme dans l'Apocalypse. Voilà, exactement. Le dragon voilà. a été Il y a un temps, le temps où voilà, le monstre est relâché et voilà. Alors, dans les pays où on a déjà où le système démocratique fonctionne, ils ont des moyens de contrôler cette énergie. Et dans les pays où il n'y a pas cet exutoire, ils n'y arrivent pas. À ce moment-là, le monstre, il se manifeste de manière encore plus brutale. Bon. Alors, c'est quand même important que les astrologues soient capables de dire ça, et de dire que, par exemple, quand Saturne passera en Sagittaire, ça va se calmer, que de nous expliquer que c'est une période très grave, et qu'il n'y en a pas eu comme ça depuis des siècles, etc. Ou que, bon, donc il ne faut pas tomber dans le délire astronomique. Non. Mais moi non plus, je ne suis pas d'accord. Il y a eu, vous savez, en 1989, il y a eu grosso modo la même chose qu'en 2011. C'est-à-dire que, là encore, dans des pays où la démocratie n'était pas réellement respectée, le peuple s'est réveillé, et il a tout bousculé devant lui, etc. Et puis, voilà, à ce moment-là, Saturne était au milieu du Capricorne, et là, nous avons ce qu'on appelle le grand carré. Oui. Le grand carré. Le carré, Capricorne, Bélier, etc. Entre les signes cardinaux. Oui. Voilà. Et quand ça se passe à ce moment-là, c'est un réveil des énergies. Et quant au compte, alors il y a deux carrés, c'est pour ça ce qu'on appelle l'étoile à 8 branches. Hein, il y a le carré. Oui, j'ai imprimé ça pour l'étudier parce que voilà. Vous m'avez envoyé tout un texte là-dessus. Donc il y a l'étoile à 8 branches. Il y a deux carrés qui sont intercalés. Oui, il y a un carré. Deux carrés ensemble. Voilà. Et deux carrés. Il y a le carré qui correspond aux explosions populaires. C'est pas les deux triangles, là, c'est les carrés. Voilà. Et puis il y a l'autre carré qui correspond à la reprise en main du système. Normalement, il y en a 3 des carrés. Ah non, il y en a... Non, parce qu'ils sont, c'est une division des 360 degrés en 8. Non. Il y en a 3. Non. Bah, il y a 12 signes. Mais on ne parle pas de 12 signes, là. Ah bon? On ne parle pas de 12 signes, on parle de la division en 4. On n'est pas dans la division en 8, on est dans la division en 8. On n'est pas du tout dans la théorie des signes. On a, effectivement... les cardinaux, les signes cardinaux... Oui, mais ça s'appelle... Non, attention, je vous ai déjà dit, c'est simplement un positionnement au niveau des éphémérides. C'est pas un... Avant, ils étaient dans le signe fixe, de toute façon, ça n'a rien à voir avec les signes cardinaux. Il se trouve qu'actuellement, c'est comme ça. Mais il y a 3000 ans, c'était pas dans les signes cardinaux, c'était dans les signes de mutables, etc. Puisque finalement, bon, voilà. Donc, c'est pas la question. Donc, il y a donc un carré qui est... Le carré fondamental, c'est le carré qui est constitué par l'axe Aldébaran-Antares, etc. Bon, celui-là. C'est celui-là qui fait c'est là qu'il y a la reprise en main. Entre les deux, lorsque Saturne se trouve entre deux étoiles, il y a l'autre carré, qui est le carré négatif. Donc il y a le carré positif qui prend les choses en main, où il y a des chefs qui se manifestent et qui arrivent à parler au peuple et à le canaliser. Et puis, à un moment donné, ce système ne fonctionne plus. Et là, il y a une espèce de libération, de déchaînement qui se produit. Déchaînement des cloches, là, c'est l'Angélus qui sonne. Voilà, nous avons droit à ça. Les fameuses cloches de votre mariage. Et c'était un mariage qui s'est fait sous de bons auspices. Tout à fait. Voilà, mais écoutez, je vous remercie de votre visite, monsieur. Versement, où j'ai remis beaucoup de choses en cause, etc. et tout. Où je me suis débarrassé de mes livres, où j'ai voulu tout envoyer balader, où je suis revenu. J'ai fait beaucoup d'allers-retours. Oui. Mais là, pour le coup... sans doute que Saturne en balance est en train de m'interpeller à travers vous pour remettre les choses non, mais de toute façon, chaque fois que c'est pas que c'est le carré de Saturne, c'est-à-dire c'est les 4 positions de Saturne. 4 positions de Saturne, soit c'est le milieu du signe cardinal, soit c'est le début du signe mutable, si vous voulez. C'est ça, oui. En gros, pour simplifier. Donc quand il arrive au début du signe mutable, là c'est l'autre carré qui prend le dessus. Mais la différence fondamentale qu'il y a entre vous et moi, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'individu. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Et ça, j'ai bien compris, monsieur Agobert, effectivement.
Mais on peut toujours... Est-ce que ça vous intéresse? J'ai amené un exemplaire là, de ce que j'avais. Ça vous intéresse? Bien sûr. Je vais l'étudier ou on peut le montrer à la caméra, enfin, je sais pas. Ouais, enfin, comme vous voulez. Bah oui, de toute façon, bien entendu. Ça me paraît nécessaire. Voilà, donc c'est l'astrologie perdue ou la voix divine des étoiles. On va regarder ça. Donc la prochaine fois, on se verra dans quelques semaines peut-être. Oui. On en reparlera. Oui, tout à fait.